Invité du dimanche, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, oui, cela dépend de l'endroit du monde d'où vous nous suivez et vous connaissez ce rythme. Cette édition est une édition spéciale Bordeaux, où nous étions, voici quelques semaines. Bordeaux fera l'essentiel de cette émission, tout simplement parce que nous allons vous proposer quelques interviews et entretiens réalisés là-bas. Et avec nous, bien sûr, la complicité d'une consoeur congolaise et journaliste, euh, patron du journal Bantuenia. Si tu peux venir, Marcel, si tu peux me rejoindre devant cette caméra, eh bien, Bonjour à tous. c'est Marcel, sa taille, elle est vraiment impressionnante. Marcel, déjà, je te dis bonjour et merci à toi d'avoir accepté de jouer le jeu, j'affectionne ce terme. Marcel, nous étions à Bordeaux et c'était justement à l'occasion des journées des diasporas africaines, tu y étais également. Si leçons à tirer il y a de ton côté, que dirais-tu à ce public congolais, peut-être aussi mondialiste qui nous suit? Là, c'était les troisièmes journées de la diaspora. Justement, le magazine des diasporas africaines, des oui, diasporas africaines de Bordeaux. Justement, le magazine Bantuenia a pour ligne éditoriale également de rassembler toute l'Afrique. Donc, ça me parle assez. Et ça fait partie de ce que nous visons, de ce que des personnes que nous souhaitons atteindre. Le magazine est vendu quasiment dans 6 pays d'Afrique francophone. Donc la diaspora, oui, ça nous parle, puisque le magazine met également en avant toutes les diasporas. Oui, ça me parle. Et puis moi, aujourd'hui, je veux savoir comment vous faites pour arriver à toutes ces cérémonies. Finalement, on se rend compte que partout où nous passons, quand je dis nous, c'est aussi moi, mais moi, c'est également nous. Nous nous retrouvons à bien de cérémonies, à bien des manifestations, à Paris, à Bruxelles, plaisir. À Genève, un peu partout, je vais dire, dans l'espace Schengen. Et c'est pas facile pour vous. Hein. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Aujourd'hui, le magazine Bantuenia commence à se faire un nom, ou sinon, il se fait déjà un nom. Bantuenia commence à résonner. Et donc, je commence à avoir un réseau. Et donc, dans certaines manifestations, ils se disent, si je veux que l'on parle de moi, si je veux avoir une visibilité, il faut que Bantuenia soit là. Donc, systématiquement, en tant que presse, en tant qu'organe de presse, on est invité quasiment partout. Et pas seulement dans l'Hexagone, on est invité également en Afrique. Je retiens un mot, réseau. Réseau, tout à fait. Cela veut dire que vous appartenez à des grands réseaux. J'exagère? Grand réseau, ça dépend de ce que l'on met dans le mot grand. Oui. Mais puisque nous voulons grand, oui, on va prendre le mot grand. On n'accepte pas d'être petit, on va mettre le mot grand dedans parce qu'on arrive à atteindre quand même des sommets assez importants, parce qu'on arrive à résonner dans la tête des gens, parce qu'on arrive à ce que les gens se disent « Ah, je vais faire un événement, ça ne serait pas bon que Bantuenia ne soit pas là ». J'étais au Tchad avec le réseau de la presse francophone. Ils ont cherché, ils se sont dit « Il faudra que tous les pays soient représentés ». J'ai représenté le Congo avec tous les honneurs, bien sûr, parce que je suis toujours fière de représenter mon pays. Et donc j'ai représenté le Congo au Tchad il n'y a pas si longtemps au réseau de la presse francophone. Et là, il y a encore, dans pas très longtemps encore, je vais sillonner toute l'Afrique. Et ça fait partie du réseau. Et lorsque c'est comme ça, c'est toujours les chefs d'État qui invitent pour le réseau. C'est eux qui invitent toutes ces personnes-là pour venir parler de la presse du pays. Au nombre des grandes activités, des grands événements, je vais dire, qui auront lieu au Congo, nous avons d'abord le FESPAM, le Festival panafricain de musique, nous avons les Jeux africains, mais nous avons également, ceci est un peu plus particulier, c'est le Congo, la fête de l'indépendance qui a lieu, je crois, en août. Et tout ça, je pense que ce sont des événements qui intéressent votre magazine. Non seulement qui intéressent, ce sont des événements auxquels nous devons bien sûr prendre part. Parce que le magazine Bantuenia est bien sûr qui se veut panafricain, mais avant toute chose, la charité bien ordonnée commence par soi-même. D'abord le Congo, Bantuenia c'est congolais, ça signifie jeune. Donc le FESPAM, justement, le FESPAM, moi ce que je voudrais retracer à travers le magazine Bantuenia, je parlerai du FESPAM, mais comment parler du FESPAM? Je voudrais que dans la tête des gens, FESPAM puisse rimer avec Brazzaville. Comme lorsqu'on parle de Cannes, on voit tout de suite le film. FESPAM, mais il est panafricain. Hein. Il est panafricain, mais je voudrais d'abord que l'on se dise, lorsqu'on parle de la musique du monde, de la musique africaine, oui, que l'on pense tout de suite à Brazzaville. Oui. Et ça, je mettrai le magazine, je mettrai à disposition
du FESPAM. Le FESPAM, je mets à disposition d'abord le magazine. Un numéro spécial, en quelque sorte. Un numéro spécial, pourquoi pas déjà pour l'annoncer, pour dire il va se passer ceci. C'est vrai que c'est pas la première édition. Le FESPAM existe depuis bien longtemps, mais il faut une complicité justement avec le FESPAM. Il faut une complicité avec le FESPAM. On me l'a accordé et j'y crois. Donc je vais y aller dans pas très longtemps, faire à ce que Brazzaville puisse raisonner avec FESPAM. Il y a des Jeux africains. Les Jeux africains, c'est une occasion pour nous, Congolais, pour nous, Bantoignais, pour les Bantoignais. J'aime bien me mettre dans le nous, Bantoignais, parce que je rêve encore. Les Jeux africains, c'est une opportunité, surtout le quartier dans lequel ça va se passer. Oui. C'est une opportunité pour la population c'est Kintélé, ça, Kintélé. Oui. Déjà pour la population, c'est une lumière qu'on va braquer sur eux. Ça va créer de l'emploi, ça va créer un engouement différent et c'est un espoir également que l'on donne. Donc Bantoignais, c'est cet état d'esprit. Bantoignais, c'est les Jeux africains. Moi, je vous ai vu, ça fait pas nouveauté d'ailleurs, je vous ai vu aussi plus d'une fois au défilé pendant la fête. Oui. Cette fois-ci, vous donnez encore votre... Oui, je serai là. Oui, je serai là. Pourquoi? Parce que le temps qu'a pris l'État congolais avec la municipalisation accélérée, de tourner comme ça dans toutes les régions, c'est une façon de dire que toutes les régions de notre pays ont du talent, ont du potentiel. Mettons cela en avant. Et j'y serai, pourquoi pas. La fête, c'est la fête de l'indépendance. Indépendance, Tcha-Tcha, ce que j'aurais posé comme question tout de suite, c'était comment s'explique le terme Bantoignais? Il est congolais, n'est-ce pas? Il est tout à fait congolais. C'est dans le Kwilu que l'on dit Bantoignais, Bantoignais Vincent. J'entendais ça souvent au journal. Ah, ben Bantoignais, ben Salfassia, ben Bantoignais. Donc Bantoignais signifie tout simplement jeune en langue Kikongo. Donc c'est jeune. Et aujourd'hui, Bantoignais, j'adore le dire, n'est plus seulement le mot jeune, mais c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est dans le même état d'esprit où on se retrouve. On s'est retrouvé à Bordeaux, où l'on disait que l'Afrique est aujourd'hui un continent de l'informel. Bantoignais motive l'informel. Bantoignais accompagne de l'informel. Et tout ce que l'on fait en Afrique, c'est tellement grandiose. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est grâce au secteur informel. Justement, il faut tout faire pour quitter l'informel. Il faut tout faire pour quitter l'informel. Certes, est-ce que ça nous convient? Il faut que ça soit un modèle qui corresponde à l'Africain. Il faut que ça nous corresponde. Ce qui nous correspond à nous, les Africains, c'est l'informel. On adore, c'est pas parce qu'on adore faire tout petit, non. On aime bien, on aime bien avoir notre petite indépendance et puis on n'aime pas le côté où on vient farfouiller dans nos petites affaires. Comment demander à la petite maman, à la maman, quand je dis petite maman, c'est affectueux, à la maman qui fait des beignets, comment lui dire d'aller déclarer sa farine, d'aller déclarer son huile, d'aller déclarer son fagot de bois. On ne peut pas lui demander ça. Elle fait ça pour la survie. On n'oublie pas que le continent africain reste pour l'instant un continent de survie et non de consommation. Donc l'informel, ça nous correspond. Et on avance avec ça, on évolue. On nous regarde aujourd'hui grâce à notre système informel qui marche très très bien. En tout cas, les spécialistes seront jugés votre réponse. Moi, je te dis merci. Merci à toi d'avoir accepté de jouer le jeu. Je disais que j'affectionne le terme, voilà, et ça devient une redondance. Merci également à vous, et voilà, et vous pouvez donc maintenant suivre de façon bien rythmée toutes ces interviews, sinon ces réactions que nous avons pu obtenir là-bas à Bordeaux. Bordeaux, la ville de Moinin Okundi, le poète, le psychologue. Allez-y comprendre. La troisième édition de la journée des diasporas africaines de Bordeaux vient d'avoir lieu. Bordeaux, ville mémoire, c'est d'ici que sont partis les bateaux des premiers négriers français. Cette édition s'est tenue dans un contexte plus ou moins difficile car on a évoqué, voulais-je dire, les naufragés de Méditerranée qui tentent de gagner l'Europe. Cette édition, répétons-le, a eu pour partenaire les Dépêches de Brazzaville. Et d'ailleurs, le Congo a été représenté par Mme Edith Itoa, responsable du département des Congolais de l'étranger à la présidence de la République. Nous avons pu faire réagir quelques-uns, mais également le loge d'un digne fils, Gabriel Okundi, alias Moinin Okundi, par l'ancien ministre français Alain Juppé, devenu maire de Bordeaux. Un des acteurs de cette diaspora qui a particulièrement contribué au rayonnement de la culture africaine dans notre ville, j'ai cité bien sûr Gabriel Moinin Okundi.
1983, cette ville a fini par reconnaître la spécificité de mon chemin, qui est celui de dire, voilà, je suis à Bordeaux, je partage avec vous le quotidien de Bordeaux, la culture bordelaise, la culture française, mais je suis aussi issu d'un autre pays qui a une autre culture. C'est un ami, on ne peut plus parler aujourd'hui d'un rapport de directeur à professionnel, c'est un ami et quelqu'un sur qui je peux compter. Je sais que tout travail qui sera fait sera bien fait et pour moi c'est très fort et ça sera fait dans un esprit qui est moderne aussi. Et c'est ça que j'aimerais aussi qu'on retienne, que les Congolais, surtout ceux de France, ne font pas que de la politique, ce qui n'est pas un reproche, hein. Ils sont libres de faire de la politique, mais là on est tombé justement dans le cas typique où on a une centaine de Congolais dans une salle où personne n'est intéressé par la question, par les questions politiques qui secouent le réseau, le web, ainsi de suite. Eh bien voilà, même Madame Edith Itoie est fière de ce compatriote qui fait éloge non pas seulement à la ville de Bordeaux, mais également à sa patrie, le Congo, Mwené Okoundji. Bordeaux, qui a fait aussi honneur à cet enfant du Congo, autre que ce poète congolais, Mwené Okoundji. Moi, tout de suite, je m'en vais savoir, quelle est votre réaction après avoir reçu cette médaille? La médaille de la ville de Bordeaux. Oui. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. Lorsque l'on est quelque part et qu'on a la sincérité de bâtir son chemin, les voies finissent par s'ouvrir. Bordeaux n'est pas une ville d'extérieur facile d'accès. Il faut du temps, il faut de l'obstination. Et bon, avec le temps, les choses finissent par se révéler, l'obstination, mais aussi, comme j'ai toujours dit, la lenteur garantit l'éternité du chemin. Je suis là depuis des années et petit à petit, 1983, voilà. Et cette ville, voilà, merci, depuis 1983, cette ville a fini par reconnaître la spécificité de mon chemin. Mwené, il n'y a pas que la médaille, mais il y a eu aussi le prix Mokanda. Oui. Le prix Mokanda que j'ai reçu l'année dernière et qui couronne l'ensemble de ce parcours. Alors, je l'ai dit, je pense que lorsque j'ai eu ce prix, cela m'a été une confirmation de la maigre quête que j'ai toujours menée. Que le Congo enfin reconnaisse l'un des siens dans ce qu'il a mené, surtout dans le domaine, comme celui de la poésie, comme ma poésie, ça a été une très très bonne chose. Ça a été, oui, une joie parce que ce prix est aussi un prix congolais que l'on donne non pas aux Congolais, mais à ceux qui bâtissent la part réelle de la littérature. Et donc j'en suis fier. J'étais dans la salle, oui. Je vous ai entendu lâcher cette phrase. Oui. Le métier du poète, le oui. métier de foi. Oui. C'est dire. Oui, c'est dire que, en fait, le poète n'est pas celui qui va dans le sens du vent. Je voulais tout simplement exprimer par là que le poète souvent dit va là où le vent te mène. Non. Le poète doit aller à contre-courant, à contre-vent, parce que aller dans le sens où le vent te mène, c'est avoir un destin de feuille morte. Le poète n'est pas celui qui va aller parce qu'il y a la lumière qui brille. Il est là pour rappeler à l'humain que là où la lumière brille, oui, on peut aller. Mais vous êtes là en train de me dire que le poète n'est pas dans la décision collective, si ce n'est la décision individuelle. En fait, le poète est un veilleur. C'est celui qui est là pour donner à l'humain la part du signe. Or, c'est quoi le signe? C'est justement tendre la main pour dire, le poète, comme tout humain, ne sait pas ce qu'est la vie. Mais de par l'écoute qu'il a des bruits du monde, non pas de vacarme que l'on produit tous les jours, de par l'écoute qu'il a du silence de la terre, du bruit du cosmos, il est capable de dire à l'humain, voilà, c'est peut-être par là la voie qu'il faut suivre, même si je ne la connais pas, il indique, il fait signe. Et c'est en cela qu'on reconnaît la dimension du poète. Moi, dans ma quête poétique, quand j'ai commencé à écrire, il fallait bien trouver une voie. Il ne suffisait pas d'écrire des mots aussi pompeux, aussi somptueux soient-ils. Encore, toute personne a une voie à tracer. Et
ma voix, où est-ce que je l'ai trouvée? C'est là, sur le mont Amaya, sur la terre congolaise, là où j'ai pris naissance. Bon, voilà. Il a fallu longtemps pour creuser cette voie, et puis finalement, les choses, petit à petit, comme je dis, j'aime bien dire, avec la lenteur évidente à toute création, les choses finissent par prendre forme et être entendues enfin. Qui représente la diaspora économique et surtout la diaspora entrepreneuriale qui ont envie d'investir en Afrique, pas simplement au Cameroun mais surtout en Afrique. Parce qu'on part aujourd'hui des blocs sous-régionaux, le bloc économique d'Afrique centrale, le bloc économique d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique australe, ainsi de suite, pour passer, pour ne plus rester dans des logiques pays. On a complètement dépassé. Maintenant, il faudrait que la plupart des pays qui ont des compatriotes de la diaspora qui sont à l'extérieur comprennent que quand on vient vers cette diaspora-là, il faut l'aider à se débarrasser du contexte politique. Parce que quand on aborde la diaspora économique, entrepreneuriale qui est à l'extérieur, qui apporte beaucoup dans nos pays, et qu'on laisse entrevoir le versant politique, ça fausse la donne, ça fausse tout. Et ça fait un mélange qui entrave la volonté même de ceux-là qui veulent aider au développement de notre continent, au développement de nos pays, parce qu'on les perçoit comme soit des concurrents, soit comme des opposants. Et là, ça fausse tout. Donc il faudrait que cette diaspora-là se débarrasse du versant politique. Que ceux de la diaspora qui font de la politique fassent de la politique et restent à leur place politique. Ceux qui font de l'économie entrepreneuriale, donc de l'économie, restent à la place économique. Maintenant, ceux qui font la politique dans nos différents pays fassent de la politique, mais chacun à sa place. Et qu'au milieu de ça, on noue réellement un partenariat public-privé pour mettre en place cette notion-là, qui soit active et que les uns soient des facilitateurs et les autres soient des acteurs. Les diasporas qui ont quitté leur pays d'origine ont une vision de leur pays d'origine au moment où ils l'ont quitté. Même si ils se tiennent au courant par divers canaux, journaux, télévision, radio, Internet, de ce qui se passe dans leur pays d'origine. Donc ils sont un petit peu décalés par rapport à leur pays d'origine, d'autant plus que souvent ils ont quitté leur pays d'origine pour des raisons qui sont souvent politiques, parce que ce sont des opposants, par exemple, à telle politique. Inversement, les pays d'origine se méfient souvent des diasporas, dont ils considèrent que ce sont des éléments qui pourraient être des éléments perturbateurs, qui sont des éléments d'opposition, qui sont des éléments qui pourraient dresser le pays d'accueil contre le pays d'origine. Or, l'idée des diasporas au départ, c'est d'être une passerelle. Et une passerelle, c'est réconcilier le pays d'origine avec le pays d'accueil. Et donc la difficulté, c'est comment tuiler cette fonction de passerelle, qui est la fonction naturelle, légitime des diasporas, avec les réticences qu'il y a du côté du pays d'origine et parfois du côté des diasporas du pays d'accueil. D'abord, personne ne maîtrise complètement les questions des migrants, parce que s'il y avait une solution, il y a longtemps que tout le monde l'aurait trouvée. Il y a deux solutions impossibles. La première solution impossible, c'est l'ouverture totale. L'Europe ne peut pas accueillir tous ceux qui ont envie de venir parce que, vous l'avez vu, le désir de migrer chez les Africains, c'est une personne sur 3, donc c'est pas possible. La deuxième solution impossible, c'est la fermeture totale. Vous avez des gens qui, légitimement, quittent un pays dans lequel ils sont mal à l'aise, ils sont poursuivis, ils sont pourchassés, ils peuvent être emprisonnés. Entre les deux, comment trouver une solution qui préserve à la fois les droits de l'homme d'un côté, la souveraineté des pays d'accueil de l'autre et la revendication de ceux qui veulent émigrer. Comment concilier le fait de mener une lutte contre les trafiquants, contre les passeurs, et de préserver quand même la possibilité pour un certain nombre de gens de partir? C'est une journée des diasporas, donc ça permet un partage d'expériences
entre les différentes diasporas. Et vraiment, c'est très, très, très intéressant. On a pu voir au niveau des Camerounais, même les diasporas hors Afrique, voilà, donc chinois et le Maghreb avec la Tunisie. Donc c'est vraiment très, très, très intéressant à ce niveau-là. Alors, pour vous parler des problèmes de migration et notamment des problèmes des bateaux qui ont sombré dans la Méditerranée en venant de Libye, ce sont des problèmes qui nous intéressent au plus profond de nous-mêmes parce que ça nous interpelle en tant que diaspora au niveau de notre responsabilité et au niveau de nos pouvoirs politiques aussi, de savoir qu'est-ce que nous faisons nous pour que celui qui est le plus démuni puisse avoir une vie décente. Et aujourd'hui, nous sommes tous conscients que cela passe par l'entrepreneuriat. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai parlé de l'expérience du RIS, parce qu'avec le RIS, nous sommes allés chercher, au niveau de la population, les projets, même les plus petits, pour les mettre en lumière et pour leur donner une dotation pour qu'ils puissent s'en sortir. Si on ne fait pas ça, si on ne s'occupe pas des plus petits, si on ne regarde que les plus grands, on ne s'en sortira pas. Et ce qui développe le tissu d'un pays, le tissu économique d'un pays, ce sont ce qu'on appelle les TPE et les PME, c'est-à-dire les très petites entreprises et les PME. C'est ça qui fait la classe moyenne et la force d'une économie. Ça veut dire qu'il faut s'occuper de ceux qui sont en bas. Et ce sont ceux-là qui veulent surtout migrer parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'y arrivent plus, parce qu'ils n'ont pas les emplois, parce que machin, voilà. Et donc ça passe par le fait que nous qui avons la connaissance, nous qui avons l'expertise, nous devons créer les emplois de demain pour ceux qui ont moins de qualifications. Et depuis longtemps, on dit aux jeunes Africains, il n'y a plus d'espoir en Afrique, en Europe. L'Europe, elle est en crise économique. Vous allez là-bas, pourquoi? Eh bien, la richesse, elle est en Afrique. Il suffit de travailler. Et on ne comprend pas pourquoi il y a la famine en Afrique alors que le sol est riche. Le sol est plein de richesses. Donc, il y a un travail à faire pour valoriser les richesses. Et ça, c'est notre rôle à nous tous. Et en premier lieu, l'élite. Et donc, quand on dit l'élite, on va revenir à la diaspora africaine. Donc, c'est ce que j'ai dit, la diaspora africaine doit répondre à l'appel de l'Afrique qui se manifeste par le décès de ces immigrants en mer. C'est un appel au secours que la diaspora africaine doit répondre et doit faire son rôle historique. C'est la feuille de route pour l'Afrique équatoriale et l'Afrique occidentale. Nous avons les mêmes livres. Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta, vos générations n'ont pas connu ça. C'est pour ça que j'ai été jusqu'à l'indépendance, quoi. Voilà. Donc, quand nous, on était gosses, donc, pendant la colonisation et pendant la guerre, l'Afrique francophone avait un livre, 3 livres en fait, hein, parce que par classe et tout ça, on était d'abord des gosses, des petits-enfants, des grands-enfants, et puis quand Mamadou et Bineta devient grand, c'est l'heure des indépendances. Donc on a tous lu Mamadou de ma génération, hein. On a tous lu le même livre, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, on avait la même éducation par les Français. C'était un véhicule d'éducation où on apprenait tous les mêmes choses. Voilà. Donc, en même temps, on grandissait, au fur et à mesure qu'on grandissait, jusqu'au moment où on arrive grand. On est grand maintenant, le certificat est passé, on va passer peut-être aux études supérieures et tout. Et voilà que les indépendances arrivent. Donc, on va donc apprendre aussi les indépendances parce qu'il n'y avait pas un bouquin. Vous êtes indépendant, allez-y. Il fallait construire l'indépendance, il fallait apprendre. On apprend toujours, d'ailleurs, ce n'est pas fini. Et en route, on se rend compte qu'il y a l'interdépendance. Clair? Donc on continue et il n'y avait pas d'image avant. Les images sont arrivées en Afrique. En noir et blanc. En noir et blanc. Et puis on vendait le rêve européen occidental. On n'avait pas d'image africaine. Le rêve était déjà vendu pourtant. Le rêve était comme s'imaginent les gens qui prennent les bateaux en ce moment. Hein? Mais en fait, ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar maintenant. Mais le rêve, c'était de voir donc les belles maisons, les belles voitures, style Dallas. Le feuilleton Dallas, tout le monde en Afrique regardait Dallas. Surtout les femmes, elles laissaient la cuisine pour voir ce que
JR allait encore trouver comme combinaison pour le pétrole. Bon, maintenant on ne regarde plus la LAS. Pourquoi? Parce que Nollywood est arrivé, on commence, nous, à nous identifier, à regarder nos voisins, à regarder comment on vit. Venu participer à cette 3e édition des diasporas africaines de Bordeaux, Madame Edith Itoa a eu le temps d'organiser, sinon de préparer cette rencontre avec les Congolais de France résidant à Bordeaux pour ce qui est devenu pour elle un exercice, discuter, entendre ces Congolais. Nous l'avons fait réagir, mais également le consul honoraire du Congo à Bordeaux. Et puis voilà, nous vous proposons de façon ramassée, certes, ces réactions. Il y a un mot qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est l'espoir. C'est-à-dire que c'est comme si on allait réveiller dans l'esprit de ces Congolais-là un espoir. Ils se disent, mais tiens, on peut aller chez nous, on peut faire des choses, on peut être écouté. Et il y a un espoir qu'on ressent de ces Congolais-là quand ils parlent du pays. Il n'y a aucune hostilité dans ce qu'ils disent. Ils ont parfois une manière un peu virulente de poser des questions, mais c'est juste parce qu'ils veulent bien voir si les autorités arrivent avec la bonne information. On les aime très bien, mais il y a toujours un malentendu de part et d'autre. Parce qu'au Congo, les Congolais de l'intérieur pensent parfois que ceux qui sont ici n'aiment pas le... Ce que veut dire vous. Nous, parfois, on pense que vous n'aimez pas votre pays, mais bon, c'est une erreur, c'est un malentendu. Et nous avons l'habitude, ici, la diaspora, d'être très critiques par rapport à ce qui se passe au pays. Et pourtant, Mme Itoa est venue nous donner des informations que nous n'avions pas, des opportunités d'affaires. Et à nous maintenant d'intégrer tout ça et de faire des propositions, de se mettre en mouvement, mais pour construire et bâtir notre propre pays. Voilà, tout simplement ça. Et Bordeaux, c'est la porte de l'Afrique. Souvenez-vous que vos parents avaient leur brevet d'écolage à Bordeaux. Et à un moment donné, il y avait nos élites qui voulaient faire une association des Congolais de Brazzaville. Bon. Il y a tout à faire ici. On se connaît tous. Il faut que cette initiative serve de porte, que vous reveniez ici, je crois que vous allez venir nous voir souvent, pour rapporter ce qui se passe à Bordeaux sur le Congo. Parler ces Congolais ici, cette diaspora, ces gens simples qui font plein de choses. Vous avez des infirmières derrière nous qui ont envoyé, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi, on s'est battus avec elles pour des œuvres humanitaires. On a envoyé 65 000 €. On peut ici résumer que ce ne sont pas tous les Congolais de France qui parlent politique. Et d'ailleurs, ceux qui parlent politique n'ont pas tort. Mais comme quoi, il y en a aussi qui se soucient du pays, qui ont des projets, qui savent dire des choses loin de la politique, si ce n'est le social. Madame Edith Itoa, déjà nous vous disons merci. Merci à vous donc d'accepter de nous accorder cette interview. C'est vrai, nous sommes dans un milieu plus ou moins atypique, carrément dans un TGV. Nous venons donc de Bordeaux où vient de se passer la 3e journée. Je vais parler de la 3e édition des diasporas africaines de Bordeaux. Vous avez représenté le Congo en votre qualité de responsable des Congolais de l'étranger au département de la présidence de la République. Vous êtes conseillère donc du chef de l'État. La première des questions qui me vient à l'esprit, cette expérience, certainement, oui, doit vous inspirer assez de choses à dire. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a rencontré des gens de différents pays. Il y a une dame qui est venue nous parler de l'expérience chinoise. Vous pouvez vous imaginer à quel point elle est très riche. Et on peut tirer plein de choses dans cette expérience-là pour élaborer, nous, notre propre stratégie au Congo. Plein de choses. Deux, par exemple, on peut citer. Alors, donc, l'État chinois a décidé, pour ramener les Chinois chez eux à une époque donnée, de mettre en place des mesures incitatives comme créer des écoles, enfin, pas créer, mais mettre à la disposition des Chinois qui venaient de l'étranger des écoles de bonne qualité où ils ne payaient pas et qui étaient gratuites. Pour ces Chinois-là, parce que l'une des raisons effectivement qui freine pour ceux qui ont fondé des familles ailleurs, c'est est-ce que je vais pouvoir scolariser correctement mes enfants? Et là, on leur met des écoles à disposition, en plus gratuitement. Dans un pays en inadéquation avec l'éducation antérieure, dans notre pays, soit d'exil ou Dieu seul sait, voilà. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Donc ça, c'est un exemple de mesure incitative. Donc il y en a d'autres comme ça. Il y a eu l'expérience du Ghana, où ils ont compris que pour montrer aux nationaux l'apport réel des Ghanéens de l'extérieur,
Il fallait mener des études sur le volume de fonds que transféraient les Ghanéens d'extérieur dans leur pays, quel était le poids de ces transferts dans l'économie, dans le PIB ghanéen. Donc, il y a des choses que nous pouvons tirer de là. D'ailleurs, on a demandé à l'OIM de nous aider pour faire une petite étude l'organisation internationale pour les migrations. Pour les migrations, et ils vont nous aider, s'ils acceptent notre demande, de mener une petite étude sur les transferts de fonds des Congolais de l'extérieur, parce que ça aussi, chez nous, on ne le sait pas. Ça va peut-être donner une autre image de ce que font les Congolais de l'étranger pour leur pays. Madame Edith, moi aussi j'étais dans la salle hier. Vous avez exposé sur le modèle congolais. C'est vrai, voilà, je vous ai interrompu en vous posant la question de savoir, tirant de quelques exemples. Vous avez donné l'exemple du Chinois et du Ghana. Vous avez vous aussi pris la parole dans cette auguste assemblée, parlant simplement dans la salle. Vous avez parlé de l'expérience du Congo. De façon synthétique, l'expérience du Congo, quand on en parle, vous dites quoi exactement? Mais je dis que le Congo est au début de son travail de mobilisation de la diaspora. Nous sommes au début de notre travail parce que ça n'a pas été fait avant. Et dans ce que nous faisons, c'est justement tirer bénéfice de ce genre de rencontres pour élaborer une stratégie congolaise. Et nous avons fait un pas avec l'étude. Je vous ai distribué des flyers pour que vous voyez ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'à Brazzaville, on a demandé à tout le gouvernement de désigner un point focal. Et de ces points focaux, j'ai organisé un comité technique qui travaille sur cette stratégie nationale. Et la partie théorique, la partie état des lieux est prête, on va dire. Il reste la partie cartographie qu'il va falloir élaborer. Donc il faut aller à l'étranger, donc il faut des moyens pour faire ça. Mais cette étude-là, ça va être notre expérience à nous du Congo. Donc on parte quelque part pour demain probablement être aussi un modèle pour les autres pays qui vont commencer à travailler avec leur diaspora. Oui. Madame, au deuxième jour, vous vous êtes retrouvée donc en face des Congolais de Bordeaux. Vous avez eu à discuter avec ces Congolais, vous avez exposé, si on peut parler simplement, un peu les frontières de votre fonction à ces Congolais-là. Mais ces Congolais aussi se sont exprimés. Nous n'aurons pas ici le temps de revenir au cas par cas, c'est-à-dire aux questions des uns des autres. De façon globale, comment résumez-vous la préoccupation de ces Congolais de Bordeaux qui se sont exprimés? Il y a un mot qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est l'espoir. C'est-à-dire que c'est comme si on allait réveiller dans l'esprit de ces Congolais-là un espoir. Ils se disent, tiens, on peut aller chez nous, on peut faire des choses, on peut être écouté. Et il y a un espoir qu'on ressent de ces Congolais-là quand ils parlent du pays. Il n'y a aucune hostilité dans ce qu'ils disent. Ils ont parfois une manière un peu virulente de poser des questions, mais c'est juste parce qu'ils veulent bien voir si les autorités arrivent avec la bonne information ou si on ne vient pas leur raconter des salades. Et donc, on a eu le consul qui est venu expliquer le rôle d'un consul. On a eu l'association Le RIS qui est venu expliquer ce qu'ils font pour les Congolais. Et donc, moi, j'ai senti en eux naître quelque chose, probablement qu'ils n'avaient pas avant, parce qu'ils ne rencontrent pas tout le temps nos autorités. Ils aimeraient bien, probablement, avoir souvent des rencontres comme ça avec les autorités. Et là, il y a l'espoir qui naît. Et il ne faut pas décevoir cet espoir. Il y a cette lecture aussi, que les gens de la diaspora pensent qu'ils sont à peine aimés, peut-être pas comme il se doit. Votre réaction, vous qui êtes... je vais dire ce Congolais, bon voilà, il faut tenir le mot comme il se doit. Cette Congolaise qui est aussi Congolaise du Congo et de la diaspora, parce que vous faites le pont entre nous, puisque vous m'avez dit, moi aussi je suis de la diaspora, entre nous et vous, si ce n'est vous et vous-même aussi. Alors moi déjà je ne suis plus de la diaspora, même si effectivement je fais le lien. Oui. Je ne suis plus de la diaspora, mais ce que je veux dire, c'est que si on n'aimait pas les Congolais de l'étranger, pourquoi le président de la République nommerait quelqu'un au Congo pour venir parler aux Congolais et les entendre? C'est la réponse d'ailleurs que j'ai donnée. Ma seule présence là signifie quand même qu'on fait attention, on veut entendre nos compatriotes.
prendre en compte leurs attentes et essayer d'apporter des solutions. Non, moi, je pense qu'on les aime très bien, mais il y a toujours un malentendu de part et d'autre. Parce qu'au Congo, les Congolais de l'intérieur pensent parfois que ceux qui sont ici n'aiment pas le... Ce que veut dire vous. Nous, parfois, on pense que vous n'aimez pas votre pays, mais bon, c'est une erreur, c'est un malentendu. C'est un malentendu. Bon, voilà. Donc, nous sommes arrivés presque au terme de cet entretien, de cette interview. Un aspect qui aurait pu faire l'objet d'une question qui n'a pas été posée, mais qui vous tient à cœur. La formule, pour moi, elle est devenue comme un refrain d'une chanson. C'est une question qui revient souvent. Une non-question, d'ailleurs. Alors, quelque chose qui n'a pas été dit, c'est ça un truc qui n'est pas venu dans les échanges, j'en sais rien. Je pourrais dire que je suis venue en France dans une période où il y a un débat important sur la constitution du Congo. Et parfois, les gens pensent que quand vous venez en France surtout, on va vous poser des questions politiques. Vous avez vu qu'on n'en a eu aucune. Ah, c'est vous qui évoquez cette question. C'est même moi qui l'ai évoqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont intéressés par autre chose. Il y en a plein qui font de la politique aussi, qui sont là. Et mais il y en a, c'est leur droit. Il y en a qui s'intéressent qu'au développement de leur pays. Comment faire pour qu'ils participent? Comment faire pour qu'ils aient leur voix au chapitre? Et c'est ça qui m'a frappé. Et c'est ça que j'aimerais aussi qu'on retienne, que les Congolais, surtout ceux de France, ne font pas que de la politique, ce qui n'est pas un reproche. Ils sont libres de faire de la politique. Mais là, on est tombé justement dans le cas typique où on a une centaine de Congolais dans une salle où personne n'est intéressé par les questions politiques qui secouent le réseau, le web, ainsi de suite. Madame Edith Itoie, c'est une interview, mais on me fait signe, un confrère qui est votre complice d'ailleurs, Marie-Alfred Goma, me laisse comprendre que lui aussi il a une question à poser. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va se battre pour s'insérer dans les images. Marie-Alfred, vous rentrez carrément. Donc il faut que j'avance. Voilà, et je vous donne l'occasion de poser votre question dans ce TGV Paris-Bordeaux. TGV. Voilà. Nous revenons de Bordeaux, Christian Martial l'a rappelé, nous sommes dans le TGV. Madame le conseiller, moi j'ai une question très importante. C'est pas que tout à l'heure il n'y en avait pas, mais j'ai remarqué hier, vous avez été applaudi à l'issue de votre intervention dans la plénière, vous avez été applaudi devant les diasporas africaines. Comment vous expliquez cette ascension aujourd'hui, le Congo qui justement, d'après votre discours, est en train d'apprendre, mais on voit que vous-même, vous êtes applaudi parce que vous avez des idées à faire passer. Comment vous l'expliquez? Le discours est apprécié. Mais parce qu'on vient humblement leur dire nous sommes en train d'essayer de construire chez nous quelque chose qui probablement existe chez vous. Mais nous aussi, nous sommes sur la voie d'élaborer quelque chose qui va aider notre diaspora à revenir. Et je pense que les gens sont sensibles à cette humilité probablement ou à cette modestie. On n'hésite pas à dire qu'au Congo, il n'y a jamais eu de politique diaspora et qu'on est en train de l'élaborer et que nos idées, c'est ça, c'est ça que nous voulons, c'est vers là que nous allons. On a une stratégie, on a une vision, on a une stratégie et les gens apprécient. Blaise Itoudé. Blaise, on se retrouve donc dans ce métro. Moi, j'ai eu la chance, parce qu'à la vérité, ça en est une, de vous suivre. On était à Bordeaux, dans la salle de la mairie, où vous avez parlé de cette expérience où vous êtes arrivé à Brazzaville. Vous, quand j'ai dit vous, je parle des pharmaciens, cette association des pharmaciens. Et vous êtes arrivé à Brazzaville avec votre formule tournante d'avoir des congrès, sinon des rencontres ici et là. Et aujourd'hui, quand on vous renvoie cette question à Brazzaville, ça a été quand même une expérience, n'est-ce pas? Oui, je pense que ça a été quelque chose de super enrichissant et c'était l'exemple de montrer des choses qui sont pragmatiques qu'on peut faire. On a eu, pour préparer le voyage, un échange avec l'ambassade du Congo ici, où on a mis en œuvre ce que la diaspora peut avoir comme rapport avec les institutions. Ils nous ont accompagnés efficacement et on est arrivé au Congo. Les confrères congolais qui étaient sur place nous ont accueillis dans un contexte vraiment agréable. On a pu aider des structures sur place en chantant tout ce qui est expertise autre que les associations utilisent et qui grèvent les budgets. Et donc, une des conséquences de cet échange, c'est qu'on a deux confrères congolais, en l'occurrence Dr Pandier et Dr Banzouzi, qui travaillent sur une structure
de distribution de génériques et on a Dr Nzi qui se prépare à repartir au pays. Donc cet échange, ce désir de rentrer et d'aider sur le terrain a été mis en place. Je pense que sans ce voyage, sans cette structure, il n'y aurait pas eu cet esprit déclencheur qui fait que finalement, nous aussi, on se demande qui demain ne préparerait pas son retour pour le Cameroun, qui demain pour le Gabon ou pour le Bénin. Donc voilà, et c'est un peu la mise en pratique de ce qu'on théorise dans ce type de rencontre. Voilà, ainsi donc s'achève cette édition spéciale Les Diasporas africaines de Bordeaux. Merci à vous, vous qui nous suivez. Cette émission vient d'être réalisée sur la place publique de Montreuil sous un climat, croyez-moi, clément. Et voilà, merci à vous.